et diffusé en différé. Dès ce soir, on pourra faire ça, monsieur ? Dès ce soir, on pourra diffuser le... Ok, très bien. Voilà, donc il est 19 h, nous allons pouvoir ouvrir notre séance donc, de conseil municipal aujourd'hui, jeudi 3 décembre 2020. Donc notre Benjamin étant absent pour cause Covid, je vous propose de désigner notre doyen, monsieur Stanikevitch, pour être secrétaire de séance et lui demander de procéder dès maintenant à l'appel, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Et voilà donc, monsieur Sébastien Brognard. Présent. Merci. Monsieur Sass Michel. Présent. Madame Christelle Galland. Présente. Jean-Philippe Prouveau. Présent. Madame Isabelle Tiberghien. Présente. Monsieur Cédric Lecourt. Présent. Madame Carole Demester. Monsieur Laurent Witterbeck. Présent. Madame Evelyne Nottebar. Madame Véronique Orman. Monsieur Jean-Michel Barbary, pardon. J'aurais droit à une claque tout à l'heure. Madame Gwendoline Spotbin, Monsieur Bruno Six, Madame Stéphanie Delot, Monsieur Louis Lutin, Monsieur Michel Mesmac, pouvoir, Madame Patti Roqueta, Alain Stanikevitch, présent, Madame Gisèle Elbout, Madame Danielle Chuffard-Lepez, excusez, pouvoir. Madame Pascal Baron. Madame Véronique de Rosier. Monsieur Romain Tanis. Présent. Monsieur Stéphane Lahaye. Présent. Madame Aurélie Droulers. Il devra arriver normalement. Monsieur Marc Pureur. Présent. Vladimir Lederzik. Monsieur René Debergue. Monsieur Alain Istria, Madame Dorothée Germain, Madame Élodie Liévard, Monsieur Georges Padavecchia, Madame Hélène Guillou. Donc nous accueillons Madame Droulers, Monsieur le secrétaire. Je vais laisser Madame Van Kortenbosch ramasser les pouvoirs. Le quorum est atteint, Madame Van Kortenbosch. Séverine, oui. Ok. Donc je déclare la séance donc ouverte. Nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal du 1er octobre 2020. Est-ce que quelqu'un a des observations à formuler sur ce compte-rendu qui vous avait été envoyé? Non, je vous propose donc de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vais ensuite prendre un temps pour répondre aux questions donc, qui m'ont été posées par Monsieur Istria. Monsieur Istria, est-ce que vous voulez me lire les questions ou vous préférez que je les lise, comme vous voulez? Non, je vais les lire, merci. Alors, 3 questions. Vous voyez, ça diminue. Il y en avait 5 le premier conseil municipal, il y en a 3. Ah, c'est pas moi qui... Ouais. Alors, concernant la liste du registre nominatif des personnes fragiles et vulnérables, quels sont les résultats de ces campagnes successives? 4 personnes étaient recensées au début de votre mandat. Combien en avez-vous à ce jour? Quel bilan en tirez-vous? Donc, première question, donc merci. Donc, monsieur, vous me dites en début de mon mandat. Je vous rappelle en premier lieu que le début de mon mandat correspond à la fin du vôtre, qui a duré 6 ans.
Le maire que je suis a insufflé une nouvelle politique en matière de prise en compte de la personne. Je pense que cela n'a échappé à personne. Je donne la possibilité à chaque Vambrecitain d'être reçu en mairie les lundis après-midi, mardi matin. Les permanences sont d'ailleurs bien pleines. Nous avons envoyé des courriers à nos aînés pour leur rappeler que nous sommes à leur côté. J'ai pris la décision de recruter un emploi service civique qui dialogue chaque jour par téléphone avec des personnes connues de nos services sociaux. C'est aujourd'hui près de 120 personnes qui ont été contactées à ce jour. J'ai pris la décision, malgré la crise sanitaire que nous vivons en ce moment, d'aller à la rencontre de nos aînés pour leur remettre en main propre et de manière personnalisée leur colis de Noël, dans le respect évidemment des règles sanitaires en vigueur. Au cours de la distribution, nous recenserons des besoins particuliers. Ce sera là l'occasion de récupérer un peu plus de 1000 contacts qui seront une première base pour maintenir le lien à l'avenir en cas de gros coups durs, grand froid, canicule, nouveau confinement. Et prochainement, une enquête sera distribuée, je pense que c'est celle dont vous me parlez, par foyer pour affiner nos démarches. Alors, la question, vous me dites quel bilan en tirez-vous? J'en retire aujourd'hui que de la satisfaction, eu égard les nombreux remerciements que je reçois chaque jour par mail, par téléphone ou même dans la rue. Mais la liste exhaustive, enfin la liste ne sera pas exhaustive, mais vous avez rajouté des noms sur les personnes. Alors nous disposions. Concrètement, nous disposions donc d'une liste au niveau du CCAS. Donc à partir de cette liste, nous avons contacté les personnes qui étaient en fait sur la liste. Donc là, dès la semaine prochaine, nous devrions avoir 1000 personnes en plus grâce à la distribution des colis. Sébastien ? Oui. La question, je t'ai vu il y a quelques jours, effectivement, on en a un petit peu discuté ensemble. Moi, je voudrais vraiment alerter, si je peux le faire là maintenant, les conseillers municipaux qui vont faire la livraison des colis aux seniors. L'idéal, ce serait d'avoir un petit papier sur lequel vous pouvez tous noter ceux qui sont en difficulté et leur poser la question. C'est vraiment, est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez de la famille qui vient vous voir? Est-ce que vous avez des enfants qui viennent vous voir, qui font vos courses, etc. Il faut savoir que les seniors ne parlent pas, ils ne veulent pas peser sur leurs enfants. Ils ne veulent pas déranger et ce confinement les pèse beaucoup. Vraiment, moi je vous sollicite tous pour que vous preniez le temps de vraiment leur poser la question et de noter ceux qui ont besoin juste d'un appel téléphonique, parce que vous serez peut-être surpris du nombre de personnes qui sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le pense. Voilà, merci. Merci Dorothée. Et effectivement, donc en fait chaque trinôme ou quatuor, donc les personnes distribueront par 3 ou par 4 donc les colis. Et donc chaque trinôme ou quatuor disposera d'un papier effectivement sur lequel donc forcément il y aura le nom, prénom, l'adresse qui est connue déjà puisque nous allons porter les colis à l'adresse de la personne. Et sur ce papier il y aura effectivement plusieurs autres colonnes où il y aura numéro de téléphone, est-ce qu'il y a un contact mail, est-ce que la personne vit seule ou accompagnée. Ce seront des données de base mais qui nous permettront effectivement de répondre aux objectifs que vous venez de décrire, Madame Germain. Monsieur Istria, vous avez une deuxième question. Alors, question numéro 2. Quel est votre plan d'action pour réduire significativement et rapidement l'insécurité et les actes d'incivilité dans certains de nos quartiers? Donc merci pour la question. Donc monsieur, il me semblerait important de connaître, au regard de votre question, sur quoi vous appuyez pour justifier l'emploi du mot significativement. Me concernant, je m'appuie sur des statistiques chiffrées de la police nationale, confiées régulièrement à notre police municipale, dont j'ai encore eu aujourd'hui des chiffres. Je peux vous les communiquer si vous voulez par mail après le conseil. Il y a effectivement une recrudescence des délits constatés, je ne le nie pas, mais surtout concernant les vols liés aux véhicules à moteur. Pour exemple, en 2019, 32 véhicules ont été volés ou dégradés, 39 en 2020. Donc c'est 7 de plus en 2020 qu'en 2019. Il y a eu 41 vols à la roulotte en 2019, il y en a eu 52 en 2020. En revanche, 10 cambriolages de moins ont été constatés par rapport à 2019. Il y en avait eu 38 fin 2019. Il y en avait 48 fin 2019, il y en a 38 à ce jour.
Ainsi que nous pouvons constater une légère baisse des destructions de biens privés. Il y en avait 25 en 2019 et il y en a 19 à ce jour. Cette augmentation des méfaits n'est pas, comme vous le laissez penser, propre à notre commune. Elle est constatée malheureusement sur l'ensemble de la métropole et je peux vous garantir que je suis en contact avec mes collègues des villes limitrophes qui me confirment bien que ce fait. Et la période particulière que nous avons vécue en 2020 n'est sans doute pas étrangère non plus à cela. Le sentiment d'insécurité augmente également, sans doute amplifié par des polémiques lancées sur des pages de réseaux sociaux et surtout décrédibilisant notre police municipale, voire même notre police nationale. Donc pour répondre à votre question plus précisément, nous allons garder le cap que nous étions fixés dans notre programme. Nous allons dans un premier temps, comme il est écrit donc dans ce que vous aviez pu lire, budgétiser le déploiement de nouvelles caméras dès 2021. Nous travaillerons à cet effet, je travaille déjà en collaboration avec mes collègues de Marquette, Saint-André et la Madeleine pour que nos caméras soient semblables et compatibles avec la vidéoprotection que nous déploierons dans un second temps dans le CSU commun à nos 4 villes. Donc encore une fois, vous me demandez de compenser en 5 mois les effets d'une politique à laquelle vous avez collaboré pendant 6 ans. Vous aviez une troisième question ? Oui, j'ai une troisième question. Mais est-ce qu'on pourra avoir les statistiques? Bien sûr, je viens de vous le dire, je vais vous les envoyer après. Ouais, c'est le commandant Host qui me les a envoyés tout à l'heure. C'est qui? Le commandant Host. D'accord. Sur la commune de Vambrochy. Oui, je voulais celle de Marc, mais ça n'avait aucun intérêt. Pas sur la métropole. Non, Vambrochy, monsieur, Vambrochy. 38 délits sur la métropole, ça semble vraiment peu. Parce qu'il me semble que dans ce cas de figure-là, il faut extraire la commune de Vambrochy et c'est du boulot. Alors vous avez ça. Écoutez, vous avez eu ça rapidement, mais pour quel mois? Vous avez ces statistiques? 2019, 2020, monsieur. 2019. Ah oui, 2019. Donc, non, mais sur 2 années. Oui. Je l'ai eu pour 2019 et là pour 2020 jusqu'à aujourd'hui. Vous, sur quoi vous appuyez pour dire que la délinquance a augmenté à Vambrochy? Sur Facebook? Non, pas sur Facebook. Ah, sur quoi alors? Pas du tout sur Facebook. Dites-moi. Mais non, mais attendez. Moi, je vous dis que c'est un sentiment d'insécurité. Ah. Eh ben oui. Moi, je m'appuie sur des faits, monsieur. Bah oui. Eh ben, quand on commence à avoir des gens sur Facebook qui veulent monter des milices, c'est qu'il y a un malaise et qu'il faut réagir. C'est qu'il faut réagir. On va réagir, monsieur Estria. Mais moi, je m'appuie sur des faits, simplement des faits, des actes. Je vais vous l'envoyer, les statistiques. Oui, non, mais c'est pareil. Et puis, on est au courant toujours à la dernière minute. Au courant de quoi? Comme pour votre brigade canine, c'était pareil. Au courant de quoi? Vous l'avez. Au courant de quoi? Au courant des décisions que vous prenez. À juste titre d'ailleurs. Je n'en dis combien pas, mais la communication, elle se fait pas. C'est marrant quand même, parce que l'année dernière, monsieur Bonte se faisait la même réflexion. Mais monsieur Bonte. Alors, votre troisième question, donc. Non, mais. Et puis c'est pareil, est-ce qu'il y a un bilan pour la société Luxan? On a un bilan là, ça ne fait pas partie de vos questions. Posez-les-moi la question. Bah non. Si vous mettez une brigade canine en place, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans certains quartiers. Vous êtes d'accord? Je vais passer la parole à monsieur Viterbeck, qui est adjoint à la sécurité. Alors, pour répondre, j'aurais du mal à répondre à toutes les questions que M. Estria a pu faire, mais pour complémenter, on va dire, les dires de M. le maire, au niveau de la brigade luxante, elle a été donnée et elle a été faite à un moment donné, à un instant T, pour des incivilités, notamment sur des quartiers bien précis, sur la périodicité du mois de août, sur la périodicité du mois de septembre. Tout à fait. Août et septembre, c'est ça? Tout à fait. Sur 2 mois, donc? Sur une périodicité de 2 mois, par rapport à des incivilités, notamment les feux d'artifice, notamment des pétards et autres. Pour revenir simplement sur les chiffres au niveau, pour compléter ce que M. le maire disait au niveau des chiffres, il faut savoir que les nombres de faits constatés sur la commune de Vambrochy ont été faits sur la périodicité de janvier à novembre 2019 et sur la périodicité de janvier à novembre 2020. Donc on n'est pas en train de comparer janvier-décembre 2019 à une autre période, on compare bien des chiffres. Et sur 2 mois, ils ont été employés pour surveiller 3 quartiers, il me semble. Non, tout Vambrochy. Tout Vambrochy, 64 heures pour 2 mois. Ça a été... Alors je ne suis pas étonné qu'il y ait des Vambrocitains qui ne les ont jamais vus d'ailleurs. Et est-ce que ça a eu un impact? Nous on les a vus, monsieur Estria, on allait à leur rencontre. Bah oui, bien sûr.
Si je vous le dis... Moi, je fais que répéter ce que certains membrociens nous disent. Oui, mais bon, ils intervenaient jusqu'à 4 heures du matin, donc moi, je ne suis pas étonné que les gens ne les voyaient pas, quoi. Encore une fois, ça a été... Entre minuit et 4 heures du matin. Ça a été mis en place entre des horaires complètement, on va dire, un peu aléatoires, de 22h à 2h du matin, de minuit à 4h du matin, avec des jours complètement, on va dire, différents. C'était la volonté pour pas que les gens s'aperçoivent justement à quel moment cette brigade, on va dire cynophile, puisque c'était 2 personnes, dans un véhicule qui était en collaboration avec la police nationale, notamment de Marc-en-Barœul, et dès l'instant que des faits étaient constatés, ils contactaient la police nationale. Voilà. Ils ne sont pas intervenus tous les jours, ils ne sont pas venus sur le terrain tous les jours. Ils sont intervenus de manière aléatoire dans la semaine. Combien de fois en moyenne, ils intervenaient 2 à 3 fois dans la semaine. D'accord. Ça, vous voyez, c'est une info qu'on n'a pas. Donc, encore une fois, cette décision a été prise de manière très rapide pour des faits qui se sont déroulés sur la période de départ de mandat. Il fallait réagir très rapidement. C'est ce qu'on a fait. On n'a pas voulu continuer avec la société luxante. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un coût qui n'est pas négligeable, puisqu'a priori, vous avez demandé les factures par rapport à ça. Donc, ce qui engendre tout simplement qu'on a décidé d'arrêter avec la société luxante à aujourd'hui. Parce que c'était trop cher ? Parce que c'est un coût. Puis il y avait le confinement aussi, monsieur Istria. Oui, bien sûr, mais vous avez fait, à juste titre, vous avez fait 3 devis, ce qui est très bien. Donc, mais je pense, vraiment, tout a été fait dans... Il ne faut pas avoir de suspicion, je veux dire... Mais le problème, c'est qu'on vient à la pêche à l'info, quoi. Ce que l'adjoint à la sécurité me dit, je ne le savais pas, je ne l'avais pas. Moi. Mais monsieur Istria, je vous répète ce que je vous ai déjà dit. Mon bureau est ouvert, vous venez quand vous voulez. Vraiment, je pense être très ouvert. Vous venez quand vous voulez pour discuter de quelques sujets que vous souhaitez. Il n'y a vraiment aucun souci. Ok, je vous remercie. La 3e question. Avez-vous envisagé dans le cadre du second confinement de reconduire les exonérations de charges liées à la commune pour 2021 aux commerçants et artisans vambrocites ? Donc, merci pour cette question. Donc, eu égard à la campagne de soutien à nos commerçants, artisans, entrepreneurs et indépendants que nous menons depuis 4 mois maintenant, je veux dire, ça tombe sous le sens pour nous de reconduire effectivement ce qui avait été mis en place par la municipalité précédente. Monsieur Spadavecchia et Madame Guillaume ne m'avaient pas posé de questions. Non, pas de questions aujourd'hui. Je vous remercie. Nous allons ensuite aborder donc quelques informations. Donc alors attendez, où est-ce que... Par contre, si j'ai pas l'ordre du jour, ça va pas. Voilà. Donc point sur le dépôt de sédiments VNF Écoterre. Donc il y a eu une consultation publique donc sur la construction d'un dépôt de sédiments Voies navigables de France, donc qui a duré 1 mois. Et parallèlement à ce dépôt de sédiments, donc qui vont se faire sur la zone industrielle portuaire à droite et à gauche de l'entreprise Suez, donc un dépôt de sédiments VNF qui sera mis au marché public pour exploitation et un dépôt de sédiments Écoterre, donc qui là est pour le coup une entreprise privée qui va exploiter les dépôts les sédiments qui seront déposés. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Il faut savoir que la ZIP, la zone industrielle portuaire, emploie aujourd'hui très peu d'entreprises qui utilisent comme canal de transport la Deule. Et le fait d'avoir donc ces traitements de sédiments va nous permettre d'avoir des entreprises qui vont exploiter la Deule à 90% pour amener et pour dégager les sédiments qui seront traités. Et l'objectif du traitement des sédiments, c'est d'en faire une réutilisation propre. Alors le deuxième... Monsieur le maire, excusez-moi. Ça passe par la société Terratec, ça, ou c'est indépendant, c'est géré directement par VNF? Alors, en fait, VNF va... il y en a 2, René.
Il y en a un qui est Écoterre, d'accord. Donc lui, il va gérer la construction de son centre et puis l'exploitation de son centre. Et VNF va gérer la construction du centre et mettra un appel d'offres pour l'exploitation du centre. D'accord. Donc Terratech est en dehors de ça alors qu'il est sur place. Et il y aura un appel d'offres. Après, ils pourront très bien y aller s'ils remportent l'appel d'offres. Et ça, je dirais, c'est pas sur une période déterminée, c'est prévu pour tout le temps cette affaire-là. Alors oui, donc en sachant que c'est deux temps d'exploitation qui durent 6 mois. Donc en gros, ils vont amener des sédiments, ils vont les laisser décanter pendant 6 mois, ils vont les sortir et ils vont en ramener d'autres. Donc ça, en fait, ça génère très peu de transport. Et ça va être stocké sur la zone portuaire, ça? Oui. Dans quel endroit? À droite et à gauche de la société Suez. D'accord. Et ça ne va pas augmenter le trafic routier, ça? Donc, il y aura 90% de trafic par la Deule et 10% par camion, en sachant que la ZIP, la CCI, va profiter de la construction de ces 2 centres pour déporter l'entrée du port. En fait, l'entrée du port va se retrouver à côté du... Là où l'entrée est prévue dans les travaux de la rue d'Ypres il y a 4-5 ans. Du rond-point du Vergalan, là, à côté du rond-point du Vergalan, de manière à délester la rue d'Ypres, justement, et ses riverains. Ça veut dire qu'ils ont réussi à trouver un accord avec le port fluvial, monsieur Lefebvre et tout ça, parce qu'il y avait un blocage avec le financement. Aujourd'hui, oui. C'est nouveau, ça. Mais René, aujourd'hui, oui. D'accord. Voilà. C'est une bonne chose, ça. Demain. Bah oui, plutôt, mais ça veut dire que même l'entrée actuellement dans le virage, tout se fera de là-bas de l'autre côté. Sauf pour les voitures, il y aura la possibilité de passer des voitures. Par contre, les camions ne pourront pas y aller. Donc tout ce qui est salissure, ça sera déporté de l'autre côté, ce qui est une bonne chose. Exactement. Mais ça sera à l'année, une fois que c'est en place, ça restera toujours comme ça. Exactement. D'accord. Je sais que M. Janssens s'était battu pour ça et que c'était très compliqué. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour les riverains et puis l'ensemble des utilisateurs de cette route par rapport aux désagréments qu'on peut rencontrer avec tout ce qui tombe sur la chaussée, que ce soit pour les voitures, les vélos, les piétons, j'en passe et des meilleurs. Tout à fait. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Deuxième information concerne le legs. Donc, monsieur Julien Berthoud est décédé en 2018, avait été acté en conseil municipal. Alors, Séverine m'a mis les dates. C'était en 2018, en date du 28 juin 2018, le conseil municipal avait accepté le legs de monsieur Julien Berthoud, donc qui était décédé le 20 août 2017. Monsieur Berthoud était propriétaire d'un bien situé au 459 rue d'Ypres. Le compromis de vente a été signé par moi-même le 23 juillet 2020 au prix de 115 000 €. Donc nous avons récupéré sur ces 115 000 €, 17 800 € qui se partagent avec la ville de Marquette et avec 6 autres personnes. En contrepartie, nous nous sommes engagés avec la ville de Marquette à entretenir la tombe de M. Berthoud. Donc, pour information, nous mettrons une gerbe sur sa tombe à la Toussaint et la ville de Marquette mettra une gerbe sur sa tombe le jour de son anniversaire. Ouais. Bon, monsieur le maire, oui. Marquette, il y a une affinité avec ce monsieur Oui, le neveu, alors de mémoire, pardon, le neveu de monsieur Berthoud réside à Marquette et après moi je sais pas pourquoi il a donné. D'accord. Donc une question il réside à Marquette et il est employé à la ville de Marquette. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Je vous en prie. Troisième point d'information, donc accueil d'un volontaire civique. Donc nous avons accueilli un jeune Vambrecitain en mairie le 12 novembre. Donc il a pour mission donc de favoriser le lien avec les seniors afin de compléter le fichier des personnes vulnérables dont M. Istria parlait tout à l'heure, d'identifier leurs besoins, les diriger et les aider dans leur démarche, d'accompagner son tuteur lors des visites régulières au domicile des personnes âgées, d'accompagner son tuteur lors des visites de logements indécents et mettre à jour le fichier des commerçants, artisans et entreprises vambrecitaines pour une partie de sa tâche. Il est présent en mairie à raison de 27 heures par semaine. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Monsieur Deberg?
Est-ce que ça a porté ses fruits? J'ai cru comprendre qu'il y avait une pénurie de candidats à un moment. Alors, je vais laisser la parole à M. Sass qui a géré le dossier pour le CIVOM. On a réussi à satisfaire toutes les demandes, mais ça a vraiment été limite. Ouais, on n'a pas eu autant de candidats qu'en 2019. Mais malgré, vous deviez faire une relance. Enfin, oui, on a fait une relance. Malgré ça, d'accord. Donc il y a une relance qui a été faite et c'était jusqu'au 1er décembre. Hein. Ouais. Et on était même prêt à faire une deuxième session avec un départ plus tard, si tu veux, mais bon. C'est quand même inquiétant qu'il n'y ait pas plus de candidats que ça dans une période comme ça. Ouais. Surprenant. Il y a eu plusieurs membres citants quand même. Oui, tant mieux. D'après mes souvenirs, il devait y avoir 2 services. Je ne sais pas qui parle. Ah, Dorothée. D'après mes souvenirs, il devait y avoir 2 services. J'aurais bien aimé, mais il n'y avait pas assez de candidats. Il n'y avait pas assez de candidats. Et puis il y avait une chose aussi, c'est que la plupart des candidats, c'est les candidats, ils se positionnent sur une action. Et donc on n'avait que 2 candidats qui se positionnaient sur les activités autres que personnes âgées. Donc à partir du moment où on n'a que pour des personnes âgées, on peut difficilement le mettre au niveau des sports. Prévu pour le lien avec les écoles et le sport. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a eu d'autres villes qui avaient fait la demande, donc pour que toutes les villes puissent avoir un emploi civique, qui est parti. Alors, une information sur les lignes directrices de gestion ressources humaines. Donc la loi dite de transformation de la fonction publique prévoit notamment l'obligation pour toutes les collectivités d'établir des lignes directrices de gestion des ressources humaines. Donc ces lignes directrices comprennent 2 volets. Un document établi par le centre de gestion 59, nous y sommes affiliés, et celui-là fixe les critères de promotion interne. Un document que nous avons élaboré également en interne qui reprend la stratégie pluriannuelle de ressources humaines ainsi que les critères de valorisation des parcours professionnels des agents, notamment leur avancement de grade et l'accès des postes à responsabilité pour un niveau supérieur. Ces 2 documents ont été présentés et approuvés par le comité technique paritaire lors de la séance du 26 novembre dernier. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc dernière information que je souhaite vous donner, donc c'est un point sur la restructuration des services. Vous avez sans doute pu lire dans la presse que nous allions restructurer nos services. Donc la réflexion suit son cours. Un organigramme global a été présenté au comité technique paritaire du 26 novembre dernier. Nous mettrons en place 4 pôles pour donner de la cohérence au regard de notre projet politique. Un pôle aménagement et cadre de vie, un pôle animation vie culturelle et sportive, un pôle finance relations aux entreprises et un pôle famille et action sociale. Des ajustements doivent encore être travaillés au sein de chaque pôle en concertation avec les directeurs de service. Est-ce que vous avez des questions sur ce point d'information? Monsieur Deberg. J'ai pas entendu, monsieur Deberg. Est-ce qu'il y aura des réunions de commission avant validation de ça? Pour en discuter. Oui, mais, donc c'est monsieur Sass donc, qui est adjoint qui a cette délégation et il fera une commission. D'accord, merci. Donc, passons maintenant donc, aux délibérations. Donc la première délibération consiste en la désignation d'un représentant à la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Donc, je n'ai pas salué les personnes donc, qui vont nous regarder en différé. C'était un peu dommage que nous ne soyons pas en direct, mais voilà, donc je me permets de vous saluer, mesdames, messieurs. Donc la commission locale d'évaluation des transferts de charges, donc en fait est utile pour évaluer la charge financière des compétences transférées. Alors il faut savoir que la MEL prend des compétences ou perd des compétences, et donc la personne donc issue de notre conseil municipal donc va intégrer cette commission pour voir en fait quand la MEL prend une compétence, elle évalue le montant qui coûte à la commune. Et donc quand elle perd la compétence, par contre, elle estime un montant qui
va revenir à la commune. Donc, et notre conseiller municipal donc, au sein de cette commission sera donc le garant pour évaluer la charge financière donc, des compétences qui seront transférées. Je vous propose de désigner logiquement M. Sass, qui faisait déjà partie de cette commission par le passé, comme représentant de notre conseil municipal. S'il vous plaît, monsieur le maire. Monsieur Istria. Juste pour éclaircir et éclairer ma lanterne, oui. Je vois 188 membres, oui. D'accord, qui constituent le conseil communaux. Il y a 95 communes. Tout à fait. Et alors, il y a des communes. Désigne un. Donc, nous, en fait, ouais. c'est pareil à la MEL. Moi, je suis le seul représentant. Ouais. Lille, ils sont 27, je crois, de mémoire. D'accord. Voilà, il y a okay. En fonction de la taille de la commune. C'est en fonction de la taille de la commune. D'accord. Ok. Donc, qui est contre la proposition donc de Monsieur Sass? Qui s'abstient? Monsieur Sass, vous êtes désigné à l'unanimité. Donc la deuxième délibération concerne la désignation donc, des représentants à l'agence INOR. Donc le département donc, des communes et des établissements publics intercommunaux, donc la MEL. Nous faisons partie donc, de cet établissement public intercommunal, la métropole européenne de Lille en est un, peut créer un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demande une assistance d'ordre technique, juridique ou financier dans tous les domaines possibles et inimaginables. Alors pour information, l'adhésion à INOR nous coûte 21 centimes par habitant et par an. Donc suite au renouvellement général du conseil municipal, il nous convient de procéder à la désignation d'un titulaire et d'un suppléant. Je vous propose comme titulaire Madame Isabelle Tiberghien et comme suppléant Monsieur Sass. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des objections? Du suppléant, je suis désolé. Il faut un titulaire et un suppléant. J'ai pas entendu le nom du suppléant. Ah, Monsieur Sass. Madame Tiberghien, titulaire, Monsieur Sass, suppléant. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, délibération 2076, la troisième de cette soirée, concerne le retrait de la délibération que nous avions prise le 1er octobre 2020 concernant le règlement intérieur du conseil municipal. Donc nous avions adopté à l'unanimité, moins une abstention, le règlement intérieur du conseil municipal. La préfecture nous a demandé de réajuster quelques points. Je pense que M. Sass a un diaporama là-dessus. Alors, donc l'article 6, la préfecture a estimé que 2 jours étaient trop courts pour poser des questions par nos deux équipes dans l'opposition. Donc nous proposons, de toute façon c'est la préfecture qui nous le demande, donc de réduire à 24 heures avant la réunion du conseil municipal pour poser les questions. L'article suivant est l'article 10, qui concerne le fonctionnement interne des commissions. Donc nous avions, sur demande de M. Istria, modifié, ce qui me semblait aussi cohérent, donc nous avions modifié cet article. La préfecture nous a demandé que le maire soit de principe le président des commissions et que ce soit lui qui convoque chacune des commissions. En revanche, dès la première réunion, la commission désignera un vice-président qui peut les convoquer et donc les présider si le maire est absent ou empêché. L'article suivant, c'est l'article 24 qui concerne le débat d'orientation budgétaire que nous aurons dans un avenir très proche. Donc qui nous demande de ne plus mettre un seul intervenant orateur par groupe politique.
Et enfin, le dernier article à réviser est justement l'article 38 concernant la révision du règlement modification. Nous vous proposons de remplacer la phrase qui était mise « Sa révision ou des modifications pourront intervenir notamment sur proposition écrite d'un groupe politique ou élu non inscrit à un groupe ». Nous remplaçons cette phrase par « Tout conseiller proposer une modification du règlement intérieur ». Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des remarques, des objections? Donc, qui est contre ce point? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. La délibération suivante concerne la formation par l'apprentissage et je vais céder la parole à Monsieur Sass. Donc la première création de poste, c'est une formation par l'apprentissage. Donc je vais retirer, ça ira mieux. Donc ce mode de recrutement, il est tout à fait spécifique. Ça nous permet, si vous voulez, d'engager un jeune pour sa formation et nous prévoyons donc de l'affecter, si vous voulez, plus spécialement au domaine informatique. Sachant que le domaine informatique est quelque chose dans notre ville qui n'est pas couvert par un spécialiste, nous aimerions bien qu'un jeune arrive chez nous et puisse se former, bien entendu, et aussi nous aider. Alors pour se former, il est bien évident qu'il faut qu'il ait un maître d'apprentissage capable d'assurer son encadrement, et c'est pour cela que nous continuerons donc toujours à faire appel à une société extérieure qui sera là donc pour le piloter. Bien sûr, respecter la législation relative au droit du travail, ça semble évident. Prendre en compte le statut particulier de l'apprenti, à la fois comme salarié et jeune en formation. Mobiliser les ressources matérielles et humaines pour la qualité de son apprentissage et prévoir les budgets et sommes nécessaires à la rémunération de l'apprenti. Bon, il faut savoir qu'à ce niveau-là, on pourra avoir des aides et du gouvernement et du CNFPT. Donc on verra une fois que tout sera lancé comment on peut intégrer donc ce jeune en formation. Je vais passer à la deuxième création de poste tout de suite, comme ça. Non, tu veux poser la question tout de suite? Allons-y, oui. Oui, je voulais savoir, l'apprentissage c'est en alternance ou en continu? En alternance. D'accord, parce qu'il n'est pas marqué. Oui. Et petite question subsidiaire, on a combien d'apprentis actuellement à la commune aujourd'hui? Tout métier confondu. Là, c'est plutôt dans les espaces verts qu'on a les apprentis. C'est plutôt donc à l'atelier. Combien on en a? On doit en avoir 3, non? Voilà. Donc nous avons 3 postes d'apprentis au tableau des effectifs, 2 en espace vert et 1 en petite enfance. Actuellement, seul le poste d'apprenti petite enfance est pourvu. Merci. Donc là, c'est le deuxième création de poste. Donc qui dit création de poste, dans le précédent, c'était bien sûr un recrutement. Dans celui-ci, ça n'est pas spécifiquement un recrutement. On crée un deuxième poste d'ASVP qui aura un grade d'adjoint technique. Donc on passera donc globalement au niveau de la police municipale avec 2 ASVP. Il y a actuellement 3 policiers municipaux et vous savez qu'on a lancé donc le recrutement d'un 4e. Donc on a eu pas mal de candidatures, donc maintenant il faut les trier et voir un petit peu les candidats les uns avec les autres, et ça c'est M. Widerbeck qui va donc s'en charger. Parmi notre personnel, il y a des gens qui ont postulé ou pas à ce genre de poste? Un ou plusieurs? Pour le moment, il n'y en a qu'un. D'accord. Ok, mais je dirais que ce n'est pas forcément lui qui sera choisi, c'est en fonction des différentes candidatures que vous aurez. Pour la SVP? Oui. Oui. D'accord. Excusez-moi, la création du prochain poste policier municipal, c'est en lien avec le CSU ou ce serait une autre personne qu'on avait évoqué la dernière fois pour surveiller les caméras?
Là, au niveau, c'est une création de poste. Hein, c'est pas une création de poste, les postes sont déjà créés. Donc, si vous voulez, là, ça sera un recrutement, puisque au tableau des effectifs qui avait été présenté il y a quelque temps, les postes étaient déjà prévus, puisqu'il y avait, si mes souvenirs sont bons, au mois de février passé, on était passé brutalement à 7 policiers municipaux, alors qu'il n'y en avait que 3 en poste. Donc, on a ramené, au dernier conseil municipal, on a ramené ça à des chiffres un peu plus raisonnables avec 5 policiers municipaux. Et donc, on en embauche un cette année maintenant, mais pour donc de la police municipale ici sur place. Hein, le CESU n'est pas encore là de voir le jour, à mon avis, pas avant au moins 2022. Hein. Hein, il faut travailler dessus, mais bon, c'est quelque chose d'assez lourd, puisqu'il faudra non seulement recruter les policiers, mais il faudra également trouver le site où on installe les postes de visualisation et la formation, et puis le financement. S'il vous plaît, on est passé à la délib 2078, on ne vote pas la 2077. Bah, je pense que M. Sass veut tout faire en même temps, mais après, si vous voulez qu'on vote la 2077. Ok, bah, écoutez, on va passer au vote donc, de la délibération 2077, donc, qui, je vous le rappelle, concerne la formation par l'apprentissage. Qui est contre ? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci. Donc nous passons donc à la délibération 2078, donc qui consiste à un poste d'agent de surveillance de la voie publique. Monsieur Sass. Ah, c'est fait. Donc je crois qui peut le plus peut le moins. J'aurais préféré qu'on ne soit pas sur 4 et 2, mais 5 et 1. 5 policiers municipaux. Bah, après, un ASVP, il peut travailler seul. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que là, aujourd'hui, on avait un ASVP qu'on a accompagné pour devenir policier municipal. Rien ne nous dit qu'à l'avenir, on ne puisse pas faire la même chose avec nos ASVP en place. Mais effectivement, hein, je vous rejoins, hein, M. Istria. Le recrutement est toujours aussi compliqué sur ces postes-là ? Sur quel poste, M. Debert? Tout ce que sur policiers municipaux. Alors, policiers municipaux, on a reçu, de mémoire, je ne vais pas vous dire un chiffre précis, mais plus de 20 demandes. D'accord, donc ça bouge. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il y a un moment, c'était pas évident. Non, si, là, on a reçu un paquet de demandes. Membre chi à tir, c'est bien. Enfin, les profils ne correspondent pas toujours à celui de policier municipal. Ah bon, ça, chacun le sait. Bon, il y a des gardiens de prison, des anciens gendarmes. Bon, c'est pas facile. Alors, donc, pour la délibération 2078, qui correspond donc à l'emploi d'un ASVP, qui est contre, qui s'abstient. Donc, 4 personnes. Et donc le reste pour. Donc là, nous allons passer à quelques délibérations donc, sur les finances. Tout d'abord, l'affectation comptable de l'exercice 2019 qui a été donc officialisée donc, en février 2020 comportait une petite différence, hein, c'est-à-dire que le compte de gestion du receveur avait une ligne annexe sur les autres résultats, et c'est une petite somme de 492 € qui correspond à notre quote-part suite à la dissolution du syndicat intercommunal des gens du voyage. Donc il faut intégrer ces 492 € donc, dans notre résultat 2019, et donc suite à ça, je vous ai mis ici en rouge les 3 chiffres qui sont donc modifiés. Le résultat de clôture 2019 augmente donc de 492 €. Le résultat cumulé, il augmente de la même somme. Et on vous propose de voter exactement de la manière dont ça avait été fait lors du vote du budget 2020, mais de l'excédent reporté en fonctionnement qui augmente lui aussi de 492 €.
Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Ensuite, comme chaque année au mois de novembre, fin novembre ou en décembre, nous votons une décision modificative afin d'ajuster donc les différents crédits qui pourraient donc ne pas correspondre aux besoins. Donc là, vous avez le détail par article, même si au budget, nous votons toujours notre budget par chapitre. J'ai toujours eu l'habitude de proposer donc nos modifications globalement au niveau de l'article. Donc là, vous voyez qu'on doit ajouter 35 000 € au niveau des primes d'assurance au 61,88 parce qu'ils avaient été donc provisionnés au 64,55. Donc ce n'est pas un plus dans le budget, c'est un transfert de crédit. L'entretien des réseaux, donc là, c'est un crédit supplémentaire de 10 000 €. Les cotisations OXAF et cotisations caisse de retraite, 35 000 € d'un côté, 50 000 de l'autre. Ce n'est pas évident qu'on en ait besoin, mais comme c'est le chapitre 12, on ne voudrait pas courir le risque de voir notre paie rejetée par le trésorier. Les dépenses imprévues, on y met les 492 € qu'on vient de récupérer. Et le droit concession, portail famille, nouvelle messagerie, ça c'est au niveau donc plutôt de l'informatique, on a besoin d'un crédit supplémentaire de 12 500 €. Ces 107 992 € de débit de dépenses supplémentaires sont donc compensés par l'excédent de fonctionnement qui augmente de 492 €. Du remboursement des traitements, donc ça vous savez c'est 13, c'est le chapitre qui enregistre donc les remboursements pour les arrêts maladie la plupart du temps. Et donc, au niveau des droits de mutation, puisque l'année, malgré tout, a été bonne sur Vabrechy au niveau des activités immobilières, nous avions budgété 300 000 € et nous pouvons rajouter d'ores et déjà 72 000 € de crédits supplémentaires. Et donc, dédits et pénalités perçues, 25 500 € qui globalement donc couvre nos dépenses. Ces 25 500 € concernent donc les pénalités infligées donc à une entreprise qui a travaillé dans le château de Robersart au niveau donc de l'ascenseur. Ça, c'était pour la section de fonctionnement. Au niveau de l'investissement, deux seules lignes font bouger la section de fonctionnement globalement. C'est 1 730 € qui intègre dans le chapitre 21 les frais d'annonce qui ont été faits pour la mairie et l'église. Alors ça, c'est technique. Quand on passe les annonces, on doit le passer par le débit du chapitre 20, 33. Et ensuite, une fois que les travaux sont entamés, le montant est intégré dans le 21 pour intégrer le montant global donc, de l'immeuble concerné. Nous avons donc des modifications pures, donc là dans le chapitre 21, mais qui se compensent tous. On a besoin d'un peu de crédit supplémentaire donc pour du matériel informatique à hauteur de 20 500 €. Pour les sanitaires ferries qui étaient prévus en fonctionnement, nous le passons en investissement donc pour 15 150 €. Les agencements terrain au 21-28 sont passés au 21-538, donc on retire 61 500 d'un côté pour les rejeter de l'autre. Et vous voyez que globalement, donc, notre section d'investissement augmente de 1 730 € équilibrés donc de chaque côté. Donc je vous propose, sauf s'il y a question, je propose de mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, merci. À l'unanimité. Alors pour le port de plaisance, une petite DM aussi. Il s'agit d'un simple transfert de crédit de 2 500 € qu'on retire au chapitre 11 pour le mettre dans le chapitre 65 afin de pouvoir mettre en place un portail plaisancier et le paiement par carte bancaire. C'est-à-dire qu'on va mettre au port de plaisance quelque chose qui ressemble un petit peu au portail famille, quoi, si vous voulez, mais au niveau du port de plaisance. Et donc, comme on avait des crédits au chapitre 11 inutilisés,
on le propose donc au chapitre 65. Ça, c'est une nouvelle idée en cours d'année. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante donc concerne les crédits provisoires pour le budget principal 2021. Non, pas encore. Pas encore. Non, vous êtes trop pressé. La mise en non-valeur pour l'annulation de la dette, la 2082, excusez-moi. Donc là, c'est la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France du 18 mars qui a donc examiné la situation donc de nos administrés et devant la situation de cette personne a décidé l'effacement total de sa dette. La dette qui est celle de la ville de Vambrechy s'élève à 225,20 €. Je vous demande l'autorisation donc de le passer en non-valeur, quoique on est obligé de toute manière. La Banque de France, ça ne va pas revenir sur sa décision donc d'annuler sa dette. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc maintenant, les crédits provisoires. Donc là, je vous ai fait un tableau récapitulatif. Je n'ai pas repris le même détail que vous avez reçu avec votre conseil municipal, sachant que vous avez, pour certains, ceux qui demandent des documents papier, ont un document de remplacement donc dans leur chemise. Vous pouvez remarquer que sur l'ancien, il y avait le compte 21-28 qui était repris 2 fois, une fois pour un montant important et puis une deuxième fois pour 5200. Donc ces 5200 € étaient compris 2 fois, ce qui faisait gonfler le chapitre 21 immobilisation corporelle, pas énormément, hein, de 1000 €, mais bon. Donc vous savez, enfin pas tous, mais vous savez, je pense vous l'avoir déjà dit, que c'est des délibérations tout à fait techniques. Ça nous permet donc de pouvoir continuer à travailler sur l'investissement et de régler des factures en attendant donc le vote du budget qui aura lieu comme d'habitude au premier trimestre. Pour le port de Plaisance... on va peut-être voter cette délibération, M. Sass. Oui, hein? Oui. Alors, qui est contre la délibération 2083, donc mettant en crédit provisoire 2021 au niveau du budget principal? Qui s'abstient? D'accord, 3 abstentions. 4, vous êtes sûr, M. Deberg? Donc, le reste à l'unanimité. Et pour le port de Plaisance, donc... Enfin, bon, je permets quand même de vous faire voir de mon étonnement parce que c'est des choses que vous avez votées. Pour certains, il y en a qui votent ça depuis 25 ans, hein, mais bon. Donc, immobilisation corporelle qui était 200 € en 2020 comme crédit ouvert, on ouvre 50 €. Et pour les immobilisations corporelles, 21 000, on ouvre 5 000 €, ce qui permettra donc au port de Plaisance de pouvoir travailler légèrement donc, sur ces investissements 2021. Vous pouvez remarquer qu'il y a une erreur d'addition puisque le total est le même, donc il faut rajouter 50 €, c'est 5 370,81 et 21 483,23. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante, donc, qui est une délibération concernant les prestations relatives aux aînés. Et je laisse la parole à Madame Notebar. Je vais vous rappeler la dernière délibération du 3 juin 2014. Le conseil municipal a décidé de fixer les conditions d'inscription comme suit. Le spectacle des aînés, l'inscription est possible dès 60 ans. Le voyage des aînés en 2014-2015, avoir 65 ans dans le mois du voyage. Et à partir de 2016, avoir 67 ans dans le mois du voyage. Le colis des aînés, 2014-2015, avoir 66 ans dans l'année. Et à partir de 2016, avoir 67 ans dans l'année. Compte tenu de l'allongement de la durée de vie et afin d'harmoniser les conditions d'accès à ces prestations, il est proposé au conseil municipal de fixer l'âge d'inscription à 70 ans pour le spectacle, le voyage et le colis des aînés à compter de l'année 2021. Toutefois, les personnes qui remplissent les conditions d'attribution de ces prestations au titre de l'année 2020 pourront continuer à en bénéficier. Est-ce qu'il y a des questions? Mme Guillou?
Oui, je suis assez surprise en fait de cette décision dans un contexte actuel où nos aînés souffrent, sont isolés et tout un chacun s'accorde à dire qu'il faut prendre soin d'eux. Et là, on prend une décision pour supprimer, réduire certaines aides. J'ai peur en fait du signal que ça donne en fait. Je sais pas quelle est la logique économique derrière, mais en tout cas en termes de concomitance des événements, je suis assez surprise en fait sur ce sujet. Alors j'entends, néanmoins ça ne va pas toucher nos aînés cette année, ça ne les touchera que l'année prochaine, sachant que j'ose espérer que nous serons sortis de cette période difficile que nous vivons. Je pense qu'ici il y a des personnes qui ont 60 ans, il y en a même qui ont, qui ont plus de 60 ans, même plus de 70. Et à chaque fois que je pose cette question, est-ce que vous vous sentez aîné, la réponse qui m'est donnée, c'est certainement pas. Et donc, si vous voulez, c'est pas du tout dans une logique financière, c'est plus dans une logique, comment je vais dire, c'est le reculement de la vie. Je pense qu'on est, si on peut employer ce mot-là, vieux de plus en plus tard. Et de toute façon, les personnes qui sont concernées aujourd'hui, donc qui bénéficient du colis, etc., donc dès cette année, ça ne changera rien pour eux l'année prochaine s'ils ont 67, 68, 69 ans. Puisqu'ils remplissent déjà les conditions d'avoir le colis. En fait, ça ne change rien pour les personnes qui bénéficient, qui jouissent du droit déjà. Oui. Voilà, donc en fait, si vous voulez, c'est reporté de 3 ans, quand vous regardez. C'est pas aujourd'hui. On prend une décision aujourd'hui qui aura un impact dans 3 ans. Alors effectivement, ce qu'on se disait en commission, c'est que peut-être qu'il y a peut-être revoir un peu l'offre, justement, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes besoins à 65 ans, 70 ans. Mais voilà, moi, c'est juste là, principalement en termes d'image, même si je sais bien que c'est pour plus tard, une décision qui impacte les aînés aujourd'hui, ça me choque. Mais ça les impacte pas, Mme Guillou. Ça les impactera dans 3 ans. Oui, mais même quelqu'un, moi, je suis pas senior, et qu'on touche à des prestations pour les aînés en ce moment, même sans rentrer dans les débats, ça me semble surprenant. De toute façon, il n'y aura jamais de période favorable. Il n'y aura jamais de période favorable. L'année prochaine, on aura autre chose. Dans 2 ans, on aura autre chose. Dans 3 ans, c'est une décision qui peut paraître impopulaire, mais de toute façon, il n'y aura jamais de période favorable pour le faire. Et là, aujourd'hui, je vous dis, la semaine bleue est passée. Donc, c'est la semaine bleue. La semaine bleue, finalement, c'est une semaine qui n'est pas réservée qu'aux aînés. Je rappelle que la semaine bleue, c'est une semaine qui est intergénérationnelle. Donc l'objectif, c'est de mélanger le plus possible des jeunes et des moins jeunes. Je pense que Mme Delot, ici présente, n'attend qu'une chose, c'est que la semaine bleue puisse se mettre en place. Et ça n'impactera pas ni l'année prochaine, ni dans 2 ans. Ça aura vraiment un impact d'ici 3 ans. Enfin, celui qui a 67 ans moins 2 jours, ça va l'impacter parce que c'est reporté à... Je suis d'accord avec vous, monsieur. Alors, Stria. je ne me suis pas concerté... Excusez-moi, monsieur Stria, je vous coupe juste la parole. Franck, la télé va s'éteindre d'ici quelques secondes. Pardon, excusez-moi, monsieur Stria. Oui, mais il n'y a pas de souci. Je me suis pas concerté avec Mme Guillou, mais effectivement, je trouve que les aînés ont payé un lourd tribut cette année. C'est particulier, cette année avec le Covid. On a perdu énormément d'aînés dans les maisons de retraite, les foyers logements avec des clusters multipliés. Pas avant Brochy, monsieur Stria. Oui, non, mais je parle en règle générale. Et effectivement, c'est une mesure qui est peut-être et qui paraît impopulaire et qui, pour moi, est impopulaire. On aurait pu échelonner ça éventuellement. Mais c'est échelonné. C'est échelonné. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, vous me parliez tout à l'heure de la personne qui a 67 ans moins 2 jours. Ça ne changera rien. C'est dans 3 ans qu'elle aura... La personne qui a 67 ans et 1 jour aujourd'hui, elle pourra effectivement... Enfin non, si, c'est vrai, je dis... Mais c'est un peu... Enfin, c'est... Ouais, c'est... Ouais, non, mais si on avait reculé d'1 année, par exemple... Mais vous m'auriez fait les mêmes remarques, monsieur Stria. J'en suis persuadé. Vous m'auriez fait aussi cette remarque. Ah, bah, je ne crois pas. Ça aurait été beaucoup plus facile à digérer quand même, parce que là, je crois qu'ils vont l'avoir dur quand même, quoi. Est-ce que je peux intervenir? Monsieur Sass d'abord et Madame Germain ensuite. Oui, vous savez, si on avait fait 1 an à la fois, de toute façon, celui qui avait 67 ans
ça passait à 68, il lui dit merde, encore un an, et l'année prochaine on passait à 69, il dit non, je passe encore à côté. Non, pas tous les ans, tous les 2 ans par exemple. Sur votre mandat de 6 ans, vous auriez pu arriver en fin de mandat à 70 et tous les 2 ans, vous auriez reculé d'un an. Et on aurait eu 3 mesures impopulaires. Bon, ça serait peut-être mieux passé. Enfin, maintenant, c'est mon opinion personnelle. Non, mais je l'entends. Hein. Franchement, je l'entends et je la respecte, mais vraiment, franchement, tous les ans, on aura, je pense, la même... Vous croyez que l'économie va être significative ou c'est pour... Mais non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, d'accord. Mais à terme, je pense que... Mais d'ici 10-15 ans, effectivement. Mais là, ça ne va rien changer. Sébastien ? Oui. Effectivement, on en a discuté en commission et dans le compte-rendu, il est marqué « Madame Guilloux et Madame Germain ne sont pas contre l'idée d'harmoniser ces prestations à 70 ans ». Effectivement, c'est une toute petite partie de la discussion qu'on a eue. Et moi, j'ai à déplorer aujourd'hui que les comptes rendus des commissions auxquelles je participe ne représentent pas du tout la réalité des commissions, sachant qu'on a eu plus de 2 heures de réunion et le compte rendu fait 1 page. Et qu'il en est de même pour la commission enfance-petite enfance. Alors, Madame Germain, juste une seconde, je vais vous répondre sur ce point. Madame Diévard est venue tout à l'heure en mairie, a fait remonter ce point, et sur ce point, je suis complètement, mais alors, à 100% d'accord avec vous deux. D'accord ? Donc, je vais demander pour les prochaines commissions que soient enregistrées les conversations. Avec plaisir. Voilà, et tout sera fait. Vous serez certainement surpris. Non, mais il n'y a aucun souci, mais je vous dis, comme c'est enregistré ce soir, j'ai qu'une parole, merci. Madame Germain. Et je voulais redire qu'effectivement, moi, je suis extrêmement surprise, puisqu'effectivement, on avait demandé le retrait de cette DM pour pouvoir reporter cette décision plus tard. Je suis comme Hélène Guilloux, je ne suis pas du tout d'accord avec cette décision aujourd'hui et je voterai contre, tout simplement parce que les aînés sont en grande souffrance aujourd'hui. On en a discuté aussi, on n'est pas vieux à 60 ans, ni à 65, ni à 70. Par contre, il y a des personnes qui sont fragilisées à 60 ans, à 65 ou à 70, et ceux-là, on les oublie complètement. Et dans la réunion, dans la commission, moi, ce que j'avais dit, c'est OK, on peut décaler tout ça si on propose quelque chose aux autres. Et moi, je voudrais aujourd'hui savoir au niveau de votre politique globale ce que vous allez proposer aux autres. Oui, il y en a qui sont super dynamiques à 83 ans. Il y en a qui ont beaucoup besoin de notre aide à 60 ans. Et c'est cela que moi, aujourd'hui, je voudrais que l'on puisse trouver des décisions pour aller les rejoindre et les toucher. Je suis d'autant plus furieuse de cette décision que si moi, aujourd'hui, je me suis engagée dans les municipales, c'est pour vraiment mettre en place des choses pour les aînés. Et je ne les vois pas venir. Alors, vous mettez en place des choses, je suis d'accord. Je vais vous aider à les mettre en place. Je voudrais travailler avec vous. Mais là, parfait. Cette décision, elle me met en colère. Je voudrais intervenir. Ouais. Qui ? Monsieur Deberg. Ouais, moi, je voudrais intervenir. Franchement, je suis contre. Mais franchement contre pour plusieurs raisons que je vais évoquer. J'avais participé à l'époque déjà dans l'évolution de ces âges et l'échelonnement. Et déjà à l'époque, on avait dit on va stopper à 67 ans. Je crois que c'est bien par rapport à ce qui se passait à ce moment-là. Hein, on a tous été d'accord. Là, aujourd'hui, moi, 70 ans, ça me choque fortement. Voilà. Il y a des gens, le voyage des aînés, c'est leur seule sortie dans l'année. Franchement, c'est leur seule sortie. Moi, ça fait 25 ans, quand il y a le voyage, que je les accompagne quasiment. Je peux vous dire qu'il y en a, c'est leur seule sortie d'année et ils sont très heureux de le faire. Moi, je suis malheureux pour ces gens-là qui n'auront pas le voyage. Ils pourront continuer puisqu'ils ont... Il n'y a aucun souci, Monsieur Deberg. Je vois pas où est le problème. Non, mais par rapport à l'âge... Ils pourront continuer. Ceux qui ont fait le voyage des aînés, déjà, ou ceux qui ont eu le droit de le faire parce qu'ils avaient 67 ans, ils pourront faire le voyage des aînés. Non, mais les autres, vous allez... Et à un moment, le décalage, il va forcément intervenir. Et où je rejoins les autres, je trouve que c'est franchement pas la bonne année de le faire, dans le cadre de cette année... Mais au vu de ce que vous me dites, ça sera jamais la bonne année, Monsieur Deberg. Non, si je vous écoute... Mais celle-là, elle est vraiment pas bonne. Et puis moi, il y a un truc quand même qui me perturbe, c'est qu'on vient de sortir des élections. Dans aucun programme, j'ai lu que vous alliez faire ce rabotage-là. Hein.
J'ai bien regardé partout, j'ai rien vu. Hein. Et on est dans l'élection, on est dans la date de l'année de l'élection. Oui. Dans votre programme, j'ai pas dit que tac, vous alliez faire ce rabot-là. Moi, c'est des questions qui m'ont été posées par les anciens. Hein. Alors, franchement, ça me surprend. Mais j'irai à leur rencontre aux anciens, je leur expliquerai. Mais les anciens, ils pourront aller au voyage de toute façon. Enfin, puisque par définition, ils ont déjà fait le voyage. Et alors, par contre, il y a un truc que j'ai lu ce matin dans La Voix du Nord, quand on dit l'allongement de la vie, je vous signale qu'il n'y a jamais eu autant de pourcentage de décès que cette année, que ce soit, je n'avais pas dit spécialement en Vambrochy, mais d'un point de vue général. Il y a des chiffres qui sont vraiment inquiétants dans La Voix du Nord de ce matin, en ce qui concerne l'augmentation des décès. Je vous invite à regarder si vous n'avez pas le temps, ça m'a choqué. Donc c'est pour rejoindre, je dirais, c'est franchement pas la bonne année, et je pense que c'est franchement trop tôt. Et je suis foncièrement contre. Voilà. Je peux me permettre encore une chose, il y a effectivement dans les médias, on parle beaucoup de la santé morale des Français. Voilà. C'est pas une semaine bleue qu'on devrait faire, c'est une année bleue. C'est-à-dire que tout le temps, constamment, proposer des choses pour rejoindre les seniors. Mais c'est ce qu'on va faire, Madame Germain, c'est ce qu'on va faire. On a 4 personnes qui travaillent dessus. Donc on a Madame Notebar, Monsieur Mesmac, pour les aînés particulièrement. On a Madame Demester pour les jeunes, et puis Madame Delot au milieu qui va s'occuper de faire le lien entre les aînés et les jeunes. Donc des actions, il y en aura toute l'année. Encore une fois, je vous répète que Madame Delot est dans les starting blocks et n'attend qu'une chose, c'est que nous puissions aller à la rencontre plus précise de nos aînés. Donc je vais donc mettre au vote cette délibération 20-95, donc qui est contre, donc 2, 4, 6 voix, qui s'abstient. Merci. La délibération suivante concerne le règlement de la crèche Les Petits Troubadours, une modification, et je passe la parole à Madame Demester. Sébastien. Alors, quelques modifications dans le règlement intérieur des Petits Troubadours, notamment sur l'article, dans la présentation de la structure, nous notons 3 ans révolus à la place de 4 ans. L'article suivant, donc nous venons définir l'éducatrice de jeunes enfants dite de terrain, et un peu plus loin, on inscrit son rôle. Voilà, merci. Donc l'éducatrice de jeunes enfants, dite de terrain, organise des activités proposées aux enfants afin de favoriser leur éveil et leur développement psychomoteur. Elle collabore à la mise en place des projets de la structure. L'article suivant nous parle de l'accueil régulier. Donc l'enfant est inscrit pour un contrat établi entre les parents et la structure pour un forfait d'heures selon les besoins de la famille. L'enfant est connu et vient de manière régulière sur des heures prédéfinies sur le contrat. C'est ce qu'on appelle le forfait d'heures. Une mensualisation est donc faite en fonction de la tarification. L'article suivant. Concernant la facturation, un exemplaire est attribué bien sûr aux parents. Les jours d'absence prévisionnels sont à estimer dès l'établissement du contrat d'accueil. Les parents doivent estimer leur nombre de congés. Ainsi, ces jours seront déduits dès l'établissement du contrat. Les jours de congés sont à prévoir donc 2 mois avec un préavis de 2 mois. En cas de non-respect de ce préavis, les absences sont dues. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça n'existait pas avant. Les parents devaient déjà, dès le départ, donner leur date sur la durée du contrat. Donc c'est vraiment une souplesse qui est apportée, aussi bien pour les parents que pour la structure, pour la gestion de l'accueil. Donc ensuite, de ce fait, vous avez la formule de calcul qui reprend en compte donc le nombre d'heures réservées ainsi que le nombre de congés. Vous avez un exemple d'ailleurs de calcul assez explicite derrière. Maintenant, un article qui est créé, puisque c'est la participation des parents aux Petits Troubadours.
Dans ce cadre, un comité de parents est présent et élu chaque année. Le comité de parents a pour but de favoriser l'implication des parents sur le lieu d'accueil de leurs enfants afin qu'ils y soient de véritables partenaires. Il va permettre une meilleure circulation des informations entre les parents, la structure et l'institution. Il est joignable sur l'adresse mail suivante, voilà, comité de parents, crèche, Jean-Cauchy, gmail.com. Donc à ce jour, nous avons 3 représentants de parents, 2 titulaires et 1 suppléant. Donc ce règlement est validé bien sûr par le département pour l'aspect sanitaire et l'aspect pédagogique, et pour tout ce qui est règlement, enfin facturation, des choses comme ça, c'est validé par la CAF. Je vous propose donc de mettre les modifications de ce règlement, la crèche Les Petits Troubadours, au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Ensuite, la délibération suivante concerne la convention territoriale globale que va vous présenter Madame Demester. Alors, la communauté liée avec notre partenaire CAF pour un contrat enfant-jeunesse qui donc est terminé depuis décembre 2019. La Caisse d'allocation familiale nous propose donc une nouvelle signature sur une convention générale territoriale. Bien sûr, nos actions antérieures vont être prises sur l'aspect budgétaire et subventions. Maintenant, cette convention territoriale générale nous offre des axes beaucoup plus grands, parce que le CEJ était quand même assez axé sur la petite enfance et la jeunesse, et cette convention nous permettra d'avoir vraiment un champ plus large d'action, notamment sur le logement, sur la parentalité, sur la précarité, sur l'accès au numérique. Voilà, il y a un tas de choses que l'on pourra développer et aussi multiplier nos réseaux. Voilà. Donc la délibération autorise à signer la convention, oui, Madame tout à fait. Oui, oui, pardon. Oui, autoriser Monsieur le maire, bien sûr, à signer cette convention générale, non, territoriale générale, pardon. Globale, oui. Et puis c'est aussi le fait de pouvoir obtenir nos subventions, que je vous ai donné en détail d'ailleurs dans la commission. Madame Germain. Faut que je coupe. Voilà, merci. Effectivement, c'est une convention qui est extrêmement intéressante. Par contre, qui demandera de prendre beaucoup de recul, et il ne faut pas oublier, parce que de la même façon, dans le compte-rendu, ce n'était pas spécifié, il y aura certainement une personne qui va devoir piloter ce projet-là, et lors de cette réunion, j'ai dit attention au choix de cette personne, parce que piloter un projet de cette envergure-là, c'est très exigeant en termes de compétences. Merci. Une simple remarque également, effectivement, c'est un beau projet, une belle opportunité pour la ville. Ce qui est assez surprenant, c'est le timing qui est proposé, parce que ce serait une convention 2020-2022, donc on est déjà fin 2020. Mettre tout ça en place, voilà, c'est assez surprenant quand même ce timing. Le timing qui est fixé par la CAF. Oui, tout à fait. Oui, ce projet, si je me permets, Sébastien, il est arrivé mi-septembre vraiment pour une première ébauche, enfin voilà, pour nous présenter cette convention. Oui, je comprends, ça fait déjà 1 an, mais bon. C'est surtout qu'il resterait qu'1 an pour mettre en place ce projet qui est vraiment énorme, quoi. Oui, alors tout ne pourra pas se faire là, bien sûr, dans cette première proposition de convention. Je pense que dans 2 ans, voilà, il y aura un bilan de fait, et puis on reportera certainement des choses que nous n'aurons pas réussi à faire, bien sûr. Cette convention, normalement, j'en sais rien, elle peut être signée pour 4 ou 5 ans. Pourquoi elle l'est seulement pour 2 ans? Non, en fait, c'est 3 ans. 3 ans, oui. Et pourquoi elle l'est pour 2 ans? Ah, ça, c'est la CAF qui nous... D'accord, c'est la CAF qui décide. Tout à fait, on ne décide pas, nous ne sommes pas les décideurs. Okay, je pense que d'ici à 3 ans, on leur demandera de la re-signer, en fait. C'est un peu comme le... Enfin, ça n'a rien à voir, mais c'est le même principe comme le DUMIST, en fait. Tous les 2 ans, on doit signer une nouvelle convention. Donc je vous demande de m'autoriser à signer cette convention.
Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc passons à la délibération suivante, donc qui concerne la modification des modalités d'inscription en restauration municipale et garderie. Madame de Mester. Alors, ce soir, cette délibération a pour but d'uniformiser, enfin en tout cas, le contexte nous demande d'uniformiser les modalités d'inscription et de désinscription à la restauration municipale, donc restauration scolaire, mais aussi pendant les centres de loisirs et ainsi que les garderies. Jusqu'à ce jour, les personnes pouvaient s'inscrire jusqu'à minuit, 23h55 exactement. Donc, nous voulons uniformiser donc, ce service et passer de ce minuit à 48 heures. Voilà, donc pour toutes ces inscriptions, comme je l'ai dit dans la commission, il y a un but aussi pour éviter le gaspillage, aussi pour affiner l'ensemble du personnel et notamment nos animateurs pour les centres de loisirs. C'est quand même un peu plus compliqué quand on sait le matin même pour le soir, si on a, je sais pas, 5 ou 10 gamins de plus qui ne sont pas inscrits ou qui ont été inscrits tardivement, c'est difficile. Travailler toujours, il me semble, avec plus de temps, permet d'être plus précis, en tout cas, dans le recrutement de nos animateurs, notamment pour les garderies et pour la restauration municipale. On s'aperçoit que des familles ne décochent pas leur repas, par exemple, et donc les repas sont élaborés et ne sont pas servis. Pareil pour les garderies, des enfants ne sont pas désinscrits, mais ils ne sont pas présents. Ou alors l'inverse, les enfants ne sont pas inscrits, mais ils sont présents. Donc voilà, on vous propose donc de passer ces inscriptions et des inscriptions au plus tard 48 heures avant. Alors lors de ma commission, il y a donc Madame Germain et Madame Guillou qui avaient donc proposé même de faire ces inscriptions de 48 heures sur des jours ouvrés, si je ne m'abuse. Est-ce que vous proposez? Oui, je peux. Oui, Hélène. Oui, effectivement, on parlait de précision tout à l'heure. 48 heures, si ce n'est pas 48 heures ouvrées, vous vous désinscrivez le vendredi soir, le samedi, dimanche, ça arrive le lundi, et personne n'a rien vu, et c'est pareil pour le mercredi. En tout cas pour les repas scolaires. Donc on avait demandé ouvré, et on avait même, en tout cas pour ma part, et c'était pas dans le compte rendu, j'avais même évoqué, de voir avec la restauration scolaire quel était leur point limite de fonctionnement, si c'était une mise en œuvre 48 heures ou des appros 48 heures avant, est-ce que ça suffisait pour la restauration scolaire, puisqu'on était en réflexion sur le gaspillage alimentaire. Aussi voilà. Mais pas que la restauration scolaire, Dorothée. Oui, non, mais j'ai bien entendu. Hein, je fais juste une précision, oui, bien sûr. On a parlé de précision. Je comprends. Bon, je vous ai indiqué d'ailleurs que les denrées arrivaient tous les 3 jours pour certaines choses, tout ce qui est frais, yaourt. Non, pardon. Tout ce qui est frais tous les jours, mais tout ce qui est yaourt ou viande, ça peut être tous les 2 jours. Hein, c'est ce que j'avais donc précisé. Donc moi, je sais pas, Monsieur le maire, est-ce que on pourrait peut-être... Monsieur le maire. Pardon? Je vais passer la parole à Monsieur Sass. Bon. Non, c'est parce que je proposerai de prendre les considérations de nos 2 collègues de l'opposition sur un 48 heures sur jour ouvré. Il est évident que 48 heures jour ouvré, ça permettrait d'avoir une gestion beaucoup plus normale des stocks. Mais ça ne résoudra absolument pas le problème des gamins qui sont inscrits ou pas inscrits. Là, ils avaient une possibilité, ce qui avait été mis en place il y a déjà un bout de temps, c'était la possibilité de désinscrire la veille jusqu'à minuit. Et c'était pour permettre justement, on parle de notre... comment dire,
d'une facilité. C'est vrai que sur Vambrouchy, on a tendance à être trop ouvert et à permettre beaucoup trop de choses. Donc c'est justement, cette délibération a été prise pour essayer que les parents soient un tout petit peu plus disciplinés. Donc, un tout petit peu plus, je pense que 48 heures pour le vendredi soir, et c'est vrai, vous avez beaucoup quand même, si on a beaucoup de personnes âgées qui sont fragiles, on a aussi beaucoup de parents qui travaillent. Et je suis désolé, ils n'ont peut-être pas le temps de s'occuper de tout ça en cours de semaine. Et quand ils rentrent chez eux le vendredi soir, c'est le vendredi ou le samedi qui s'occupent donc de la semaine suivante pour inscrire leurs enfants. Personnellement, dans ma famille, ils les inscrivent quasiment un mois avant. Ils n'ont pas de souci de ce côté-là. Mais je pense à des personnes qui travaillent en extérieur. Les gars, ils ne sont pas chez eux, ils rentrent le vendredi soir. Et leur gosse, il ne pourra pas manger le lundi, le dimanche et le mardi. C'est un petit peu raide, je trouve que c'est dommage. Merci de faire le lien avec les seniors. J'aimerais que vous ayez le regard identique d'individualisation entre les familles qui sont en difficulté et les seniors qui, à 70 ans, ne sont pas vieux et certains sont vieux. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les 70 ans vieux et les 60 ans pas vieux. À Saint-André, c'est quel âge? Pourquoi? L'âge, pourquoi? Pour les colis. Pour les colis. Les colis, 70 ans, c'est pas le problème. Moi, j'ai fait de la prévention santé à partir de 58 ans. Donc, je vous propose de mettre à délibération, à vote plutôt, la délibération telle qu'elle est. Même si effectivement, donc on verra si jamais ça peut fonctionner à 48 heures, on mettra à 48 heures ouvrées. Je m'y engage si jamais on voit que ça fonctionne très bien. D'accord, mais là je vous propose de mettre au vote cette délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. La délibération suivante concerne donc la révision des tarifs de concession au cimetière, au columbarium et au cimetière paysager. Je vais laisser la parole à Monsieur Lecourt. Merci Monsieur le maire. Donc on a voulu cette année harmoniser les prix des tarifs de terrain par rapport aux communes qui nous entourent. Donc je vous propose aujourd'hui un nouveau tarif pour la concession au cimetière dit terrain, c'est-à-dire l'achat de terrain, pour une période de 15 ans. Je vous propose un tarif donc enfant, cela veut dire une concession de moins de 1 mètre carré, à 15 € pour 15 ans, et la personne adulte à 75 €, avec une superposition de 50 €. C'est-à-dire que lorsqu'on prend cette concession dit terrain, on peut aller jusqu'aux 3 personnes. Pour le tarif de 30 ans, on reste à peu près sur la même logique. L'enfant, donc une concession de moins de 1 mètre carré à 30 €. Une personne adulte, 200 €. Toujours avec une superposition de 85 €. Pour le tarif de 50 ans, là on passe à une personne pour 600 € avec une superposition de 300 €. Pour les concessions centenaires, on reste à une superposition existante, donc à 535 €. Sur les concessions perpétuelles, nous restons aussi sur une superposition existante à 1 345 €. Si l'on souhaite effectivement déposer une urne sur un caveau, le tarif sera de 65 €. Si tu me permets d'intervenir sur cette ligne-là, justement, tu as bien précisé dépôt seulement sur une urne, il est indiqué sur le machin, dépôt d'une urne dans une concession existante. Donc là, s'il faut ouvrir la concession et compagnie, c'est plus le même tarif. D'accord. Je vais donc maintenant vous indiquer les tarifs du columbarium
qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Donc sur une période de 15 ans, on est pour une personne à 300 €, avec une juxtaposition qui s'élève à 140 € jusqu'à maximum 4 personnes. Sur la période de 30 ans, nous sommes à une personne à 600 €, avec une juxtaposition qui s'élève à 280 €, toujours pour 4 personnes. On peut aller jusqu'à 4 personnes. Pour la période de 50 ans, on arrive pour une personne à 900 €, avec une juxtaposition de 560 €, également toujours jusqu'à 4 personnes. Je vais vous annoncer maintenant les tarifs pour le cimetière zone paysagère. Donc ça veut dire que c'est terrain avec caveau inclus, maximum jusque 3 personnes. Donc on commence à 30 ans. Donc pour une personne, on est à 1200 €, avec une superposition de 250 €, maximum 3 personnes. Pour 50 ans, on passe à une personne à 2100 €, avec une superposition de 450 €, toujours maximum avec 3 personnes. Je vais vous indiquer maintenant les tarifs pour les cavurnes. Donc c'est les petits caveaux que l'on peut retrouver au sol, avec qui peut accueillir au maximum 4 personnes. Donc sur la période de 15 ans, donc pour une personne, on s'élève à 350 €, avec une juxtaposition de 140 €, maximum jusqu'à 4 personnes. Pour une période de 30 ans, pour une personne, on arrive à 650 €, avec une juxtaposition qui s'élève à 280 €, toujours maximum à 4 personnes. Et enfin, pour 50 ans, pour une personne, on arrive à 1150 €, avec une juxtaposition qui s'élève à 560 €, également pour 4 personnes. Voilà. Et l'ouverture de caveau d'attente s'élève à 125 €. Alors, merci. Voilà les tarifs. Merci. Merci Monsieur Lecourt pour ce détail. Donc c'était pas très facile à comprendre ou à suivre pour les personnes donc, qui vont visionner. Donc ces tarifs seront bien évidemment visualisables sur le site de la ville s'ils sont votés. Hein, voilà, donc vous retrouverez l'ensemble de cette délibération sur le site de la commune. Donc je vous propose de mettre au vote cette délibération, Monsieur Deberg. Je vous entends pas. Oui, Monsieur Lecourt ne saura peut-être pas répondre. En pourcentage sur les postes qui existaient, ça fait quelle heure d'augmentation? Alors, je vais vous dire, donc, en ce qui concerne le terrain, la ville avait opté sur le dernier tarif qui avait été approuvé par le conseil municipal de décembre 2018. Pardon. Nous étions à 54 € pour 15 ans. D'accord ? La moyenne aux alentours de notre ville s'élève à 100 €. Et donc, on est passé de 54 depuis le tarif qui a été voté en fin 2018 à 75 €. Donc on a fait une petite augmentation, mais qui n'est pas encore à la moyenne que l'on peut avoir avec les communes de Marquette, Quesnoy, Saint-André, La Madeleine. Sur 30 ans, on était sur une moyenne à 157 €. Là, on a effectivement passé le tarif à 200. Donc ça fait une augmentation d'une 60aine d'euros. Sur 5 ans, nous sommes sur une moyenne de 550 €. Nous avons effectivement évalué le nouveau tarif à 600, donc il y a une augmentation de 50 € sur 50 ans. En ce qui concerne les columbariums, effectivement, là, on a en fait baissé, puisque les columbariums sont, comment dirais-je, les gens choisissent plutôt des cavurnes actuellement que les columbariums dans les années 2000. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on a encore 4 columbariums complets, vides. Donc, on a effectivement privilégié de baisser ces tarifs-là pour inciter effectivement les personnes qui n'avaient pas les moyens pour aller en cavurne
partir sur cette option. Donc là, les prix ont en fait baissé. Vous voulez que je vous dise les prix? Non, c'est bon. Et concernant effectivement les cavurnes, là sur ce point, on a augmenté les tarifs parce qu'il s'avère que ça a eu beaucoup de succès. Donc on commence à avoir un problème de place dans notre cimetière. Donc on a opté effectivement pour augmenter les prix. Donc pour les cavurnes, ils étaient donc pour une urne à 15 ans à 278 €, et on les a donc mis à ce jour à 350 €. La juxtaposition était de 139 € avant, et on les propose à 140 €, toujours pour 15 ans. Sur 30 ans, il était de 556 €, on les propose à 650 €, donc ça fait une hausse de 100 € à peu près pour 30 ans, avec une juxtaposition qui était de 278 €, et on la propose à 280 €. Donc une hausse de 2 € pour 30 ans. Et enfin, pour les 50 €, nous étions à 1112 €. On les a donc passés à 1150 €. Et la juxtaposition qui était de 556 €, on les a passés à 560 € pour une période de 50 ans. Merci. Merci Monsieur Lecourt pour la maîtrise du sujet. Donc je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vais maintenant céder la place à la parole à Madame Spotbin concernant la position donc de la ville de Vambrechy sur les dérogations octroyées au principe des repos dominicales dans les commerces de détail pour l'année 2021. Merci Monsieur le maire. Effectivement, la MEL, dans un souci d'harmonisation, a fixé 7 dates d'ouverture dominicale qui sont les 10 janvier, 27 juin, 29 août, 28 novembre, 5, 12, 19 décembre 2021. Concernant les 5 dates laissées au libre choix des communes, il est proposé au conseil municipal Concernant les 5 dates laissées au libre choix des communes, il est proposé au conseil municipal les dimanches 3 janvier, 2 mai, 5 septembre, 21 novembre et 26 décembre 2021. Ces dates ont été étudiées en fonction des différents offres, les soldes, les après-festifs, les longs week-ends de la rentrée. Voilà, donc c'est la proposition que nous faisons au conseil. Monsieur Sass, on ne sait pas voir les dates. Vous pouvez les répéter, s'il vous plaît, Madame Spodine? Oui, monsieur le maire. Les dates proposées au Conseil. Donc le 3 janvier, le 2 mai, le 5 septembre, le 21 novembre et le 26 décembre. Donc, l'étude a été faite de compléter et d'amplifier déjà les périodes faites par la MEL. Très bien. Les encadrer. Donc je vous propose donc ces 5 dates au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. J'en profite pour rappeler que Madame Dieva. Monsieur Brognard, oui. Moi je tenais à intervenir quand même parce que Madame Germain, effectivement, vous avez remonté tout à l'heure, j'ai fait moi-même l'observation en mairie. Quand on regarde le compte-rendu qui nous a été rendu, c'est très très léger par rapport à toutes les discussions et les questions qu'il y a pu avoir lors de ces commissions. C'est un petit peu dommage. Et je voulais par ailleurs vous interpeller sur le fait que quand on vous pose des questions en amont des commissions, on aimerait bien avoir des réponses pour pouvoir les préparer. Est-ce que vous pouvez vous engager à cela? Alors, je vais surtout m'engager à ce que les personnes déléguées répondent à vos questions. Merci. Je vous en prie. J'en profite pour vous rappeler à tous et toutes, hein, pas seulement au conseil municipal, que nos commerces... alors, j'aime pas du tout ce mot parce qu'il n'y a aucun commerce non essentiel, mais seront ouverts tous les dimanches de décembre
Alors j'aurais passé l'arrêté si le préfet ne l'avait pas fait, mais il m'a devancé. Monsieur Debergue, je vous écoute. Ouais, tout à l'heure, dans le feu de l'action pour les personnes âgées, j'ai oublié de dire aussi que je rejoins mes collègues en ce qui concerne les comptes rendus, je trouve qu'ils sont vraiment très partiels. Oui, on a entendu, on va... Non, je précise de la mienne. Oui, ça sera la même chose, ça sera pareil pour toutes les commissions, monsieur Debergue. Des choses importantes. Pas de souci, vous inquiétez pas, ça sera fait. Ça marche. Donc je mets donc au vote cette délibération, donc j'ai déjà mise ou pas? Non, hein? Non. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. La dernière délibération donc concerne le rapport d'activité du CIVOM Alliance Nord-Ouest, dont M. Sass est vice-président. Je lui cède donc la parole pour qu'il nous présente le rapport d'activité de l'année 2019. Donc c'est vrai que c'est un peu tard pour présenter le rapport 2019, puisqu'on est déjà à fin 2020, mais bon, l'année a été difficile pour tout le monde. Sachez que ce rapport est donc consultable à la direction de l'administration générale. Donc je vous ai fait un petit topo pour rappeler surtout aux nouveaux membres du conseil municipal ce qu'est un peu le CIVOM. Donc les communes membres sont sur l'ensemble des compétences Lambersart, Lompré, Marquette, Péranchy, Quesnoy, Saint-André-les-Lilles, Verlaghem et Vambrechy. Ou à la carte, alors c'est-à-dire que les premières sont pour toutes les compétences qui sont données au CIVOM et les suivantes choisissent les compétences qui les intéressent. Bondu était entré pour la compétence numéricable et puis réseau. Tout a été transféré à la MEL, donc Bondu n'a plus vraiment de compétences sur le CIVOM, mais il utilise encore le service donc des archives. Comines, Delemont, Comines et Delemont, c'est uniquement l'animation. La Madeleine et Marc-en-Barœul, c'était l'emploi, et Warneton, c'était l'animation. Donc l'ensemble de ces communes représente quand même 167 460 habitants. La Madeleine a entre-temps, en 2020, quitté donc le CIVOM, et Bondu se pose la question, tout comme Lambersart. Les dispositions financières et fiscales. Les recettes globales fiscales s'élèvent donc à 1 392 435,86 € qui sont fiscalisées, et donc 119 000, un peu moins de 120 000 € donc pour Vambrechy. Il faut rajouter à ces 1 million, quasiment 400, les reversements de la TPU. La TPU, normalement, est pour la MEL, mais les communes qui participent à un CIVOM la touchent à condition de la reverser donc au CIVOM auquel ils sont inscrits. Ce qui veut dire que les communes qui espéraient, en sortant du CIVOM, récupérer leur TPU, se mettent le doigt dans l'œil. Les différentes compétences. Il y a la mise en place des politiques d'emploi et d'insertion sociale et professionnelle. Le finance ces dispositifs portés par l'association Alpes pour la mission locale à hauteur de 323 641 €, pour le pli à hauteur de 217 540 € et 88 centimes, et pour la maison de l'emploi à hauteur de 150 000 €. Il y a l'organisation du service civique dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est un seul domaine d'intervention a été retenu cette année, la mission culture et loisirs. Ça, c'était donc pour 2019. 28 jeunes ont été recrutés en 2019 pour 6 mois. Ils ont perçu une indemnité de 473 € versée par l'État, complétée de 107,58 € à charge des communes, plus bien sûr le repas et les transports. L'animation du territoire qui était anciennement le tourisme, qui a été repris là aussi par la MEL. Il nous reste donc de l'hélice en fête et terroir en fête. Il faut noter qu'à ce niveau-là, nous avons encore un emploi à l'office de tourisme qui est donc à charge du CIVOM. L'étude est la mise en place d'une instance de coordination gérontologique intercommunale par l'intermédiaire du CLIC, qui est subventionné à hauteur d'un peu plus de 16 000 €, qui s'organise aussi la Semaine Bleue et la gestion de la résidence Georges Delfosse, notamment au niveau de l'assistance juridique relative au marché et la gestion administrative du personnel titulaire.
Le personnel non titulaire étant géré directement par le directeur donc, de l'EHPAD. La mise en action d'actions de développement durable sur le territoire international, comme les villes... Mais j'ai dit quoi? Ah bon, non seulement intercommunal, villes et campagnes propres, hein, donc les berges propres, c'est au niveau de la ville, mais au mois de mars, il y a donc à l'initiative de l'AMEL une grande journée donc de villes et campagnes propres. Elle soutient aussi à l'espace info-énergie que nous abritons donc dans nos locaux. Nous avons aussi la mise en place de chantiers pour l'exécution de la théorie générale, c'est les TIGE, hein, qui donc ont travaillé sur la commune donc cette année à la remise en état de certains mobiliers urbains. Donc c'est avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Nord. La surveillance est faite par leur service. Hein. Nous ne surveillons absolument pas. Donc c'est les personnes. Les autres mutualisations qui ne sont pas donc des compétences, c'est l'aide à la gestion des archives communales et intercommunales. Nous avons 3 archivistes et 3 stagiaires qui ont réalisé donc cette année 430 jours d'intervention, archivé 300 mètres linéaires et en ont éliminé 150. Il faut aussi des expositions itinérantes, des ateliers pédagogiques, ils participent au forum des métiers, ils font des collectes de fonds privés, comme par exemple celui de notre ami Pierre Penquin. Ils font de la formation et ils participent à des publications. Nous avons aussi les instructions d'autorisation, les autorisations d'urbanisme. Toutes les communes ne sont pas, mais il y a 17 communes qui sont quand même gérées donc, par ce service. Des communes extérieures également au CIVOM. Ils ont étudié donc 1359 dossiers en 2019, dont 363 permis de construire, 917 déclarations préalables, 30 permis d'aménager, 42 certificats d'urbanisme et 7 permis de démolir. Ils ont aussi ponctuellement géré 148 dossiers pour Fâche-Numénil, qui avait perdu pour maladie ponctuellement ses responsables urbanisme, parce qu'eux, ils traitent eux-mêmes leurs dossiers. Alors, il y a les communes de plus de 10 000 habitants maintenant sont obligés de gérer donc leurs dossiers. Ils peuvent soit les transmettre à l'AMEL, soit choisir, comme d'autres, de les transmettre donc à une autre commune ou un autre CIVOM. Nous avons choisi donc, nous, quand je dis nous, nos prédécesseurs ont choisi donc de confier ce travail à l'AMEL. Nous avons eu aussi le projet de construction d'une piscine intercommunale sur notre territoire, à savoir plutôt du côté de Quesnoy-sur-Deuil. Pour le moment, c'est totalement au sommeil, hein, avec 2019 et 2020, avec les élections, changement également à l'AMEL, et puis le Covid, ce projet est pour le moment totalement en sommeil. Nous avons également plusieurs groupements de commandes pour les achats de papier, pour les achats de produits d'entretien et des fournitures administratives. Au niveau du personnel, il y a 91 agents au total, 14 au budget principal du CIVOM et 77 qui sont affectés à l'EHPAD. Ces 91 agents sont répartis entre 49 titulaires et 42 non titulaires. Essentiellement, bien sûr, à l'EHPAD, mais la situation, on vous a fait voter tout à l'heure une délibération sur la gestion des ressources humaines. Nous avons pris également la même décision et la même délibération au niveau du CIVOM, et il sera nécessaire de revoir la situation de pas mal de personnes qui sont en contrat à durée déterminée au niveau de l'EHPAD. Il faudra sans doute essayer de régulariser leur situation. J'espère avoir fait une image assez exhaustive donc, du CIVOM Alliance Nord-Ouest. Au niveau financier, j'en ai pas trop parlé puisque c'est au niveau donc, du compte administratif qui a donc été déjà donné au mois de juin, me semble-t-il, ici au conseil municipal précédent. Monsieur Deberg. Petite question, à l'heure actuelle, comment vous sentez l'avenir du CIVOM tel qu'il est
À court, moyen, long terme, comment vous le sentez aujourd'hui? À qui vous posez votre question? À qui posez-vous votre question? À monsieur le maire ou à Michel Sass, puisque je sais qu'il a des responsabilités là, on va voir un peu comment il sent au vu des bruits qu'on entend, l'anniversaire. Aujourd'hui, moi je reste dans la ligne politique qui est définie par le président Miguel Béadest, qui consiste à établir un diagnostic qui va se faire sur une année, et puis après chacun prendra sa décision en son âme et conscience. Je veux dire, aujourd'hui, on sent une vraie dynamique d'intercommunalité. Donc nous avons proposé, M. Sass et moi-même, des choses qui ont été entendues et qui se mettent en place. Notamment, je peux donner des exemples, j'aimerais que soient mutualisés des logiciels informatiques pour toutes les mairies, avec une mutualisation de personnel qui puisse intervenir dans les mairies sur les logiciels utilisés. Donc tout ça, ça a été entendu. J'ai ensuite proposé à la commission animation, donc je vais laisser la parole tout à l'heure à Madame Droulers, puisqu'elle fait partie de la partie animation, mais elle va vous parler d'un point, notamment sur le nettoyage des berges de Deuil et toute une partie éco-responsable. Moi, j'aimerais qu'on aille plus loin dans les démarches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ramasse et puis on jette et il n'y a rien derrière. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ramasse, qu'on exploite d'un point de vue éducatif, c'est-à-dire montrer dans les écoles qu'on a... donc moi, j'ai proposé, par exemple, ce que j'avais proposé aussi au World Clean Up Day, c'est d'acheter un silo transparent, d'y mettre tous les mégots dedans et que ce silo tourne de commune en commune pour montrer que d'un point de vue écologique, c'est pas forcément bien de jeter son mégot par terre, et que d'un point de vue santé, fumer nuit à la santé. Donc voilà, on ramasse des bouteilles en plastique. Qu'est-ce qu'on fait de ces bouteilles en plastique? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces bouteilles en plastique? Donc moi, j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin dans plusieurs démarches. J'ai été entendu. Après, on va voir ensemble comment on peut avancer sereinement. Merci. Alors, on s'est donné un moratoire jusqu'en juin 2021 et pour faire l'analyse de l'état des lieux, si vous voulez, on a choisi de ne pas le faire par nous-mêmes. On aurait pu faire certaines choses, certaines interventions nous-mêmes, mais on a donc choisi un cabinet extérieur pour faire cet audit. Et donc KPMG a commencé donc ses entretiens. Et donc on en a déjà eu un cet après-midi. Il va essayer de rendre les 2 premières étapes de son audit pour fin janvier. Et ensuite, ça va plutôt partir sur les perspectives d'avenir. Donc là, pour commencer, c'est une remise à plat, étude de l'existant. Et les 3 mois qui vont suivre, ça sera donc pour l'avenir, voir un peu se projeter ce qu'il est possible de faire. C'est sur l'ensemble des élus du CIVOM ou c'est que Vambrochy, ce que vous venez de dire? Élus du CIVOM. D'accord, financement CIVOM, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Donc je vais mettre au vote cette délibération, Madame Droulers, et je vous passe la parole juste après. Donc qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? 2 abstentions. 3 abstentions. 4 abstentions. C'est bon? Ok. Donc, donc je vais laisser, avant de libérer l'Assemblée, laisser la parole donc à Madame Droulers, donc, qui va vous présenter un petit peu les orientations pour 2020 concernant sa délégation au CIVOM. 2021, pardon. Très bien, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Voilà, moi je vais faire un petit compte-rendu de la réunion animation du territoire et développement durable au CIVOM qui a eu lieu au mois d'octobre. Et alors pour faire le lien un petit peu avec la question de Monsieur Debergue, les réponses de Monsieur le maire, la réunion a commencé vraiment avec le président qui était là, qui tenait à souligner que c'est notre action, nos idées qui font l'avenir du CIVOM. C'est pas une instance à part, c'est vraiment une instance que tout le monde anime, tous les élus, chaque élu qui est présent dans une commission.
Et donc voilà, c'est à nous de voir jusqu'où on veut qu'elle aille et jusqu'où on veut travailler ensemble ou pas, quoi. Mais c'est vrai que le président du CIVOM avait ce discours. Voilà, donc nous avons commencé par faire un bilan de Terroir en Fête, qui est l'animation qui a eu lieu en septembre 2020. Les animations proposées, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a vraiment un service animation au CIVOM, deux personnes je pense, en tout cas qui étaient présentes à la réunion, qui travaillent tous les jours pour l'animation au CIVOM. Voilà, donc les animations, notamment des visites de ferme, une soirée gourmande, des balades vers chemin et d'autres choses, ont remporté un fort succès. C'est vrai que les lieux se sont prêtés à garantir la distanciation en vigueur au mois de septembre, tout comme l'amplitude horaire proposée et les réservations qui étaient possibles en fait. Donc ça a pu être maintenu, tout le monde s'en est félicité. Et il a été évoqué pour l'avenir de s'appuyer sur les services des communes pour étoffer l'offre. Parce qu'en effet, là, il y avait des visites de ferme, il y a peut-être d'autres personnes candidates. Et donc, dans un but de proposer d'autres sortes de choses, de travailler forcément avec les communes pour savoir si nous avons des personnes, enfin des listings ou des choses, des personnes qui seraient intéressées pour intervenir sur ces animations. Donc, encore une fois, d'établir un lien avec les mairies pour qu'on puisse remonter au CIVOM des informations. Ensuite, nous avons parlé de Noël et des animations autour de Noël. La tournée du Père Noël a été arrêtée, elle n'aura pas lieu cette année, notamment, alors, dans un premier temps, parce que les communes souhaitaient la présence du Père Noël aux mêmes horaires, ce qui était techniquement pas faisable. Et en plus, c'est vrai qu'on s'est dit qu'un Père Noël qui passait de ville en ville, d'enfant en enfant, en Covid, c'était peut-être pas tout à fait très safe. Voilà. En tout cas, il y aura une réflexion qui sera menée pour l'année prochaine pour adapter ou pas cette animation, sans faire doublon, moi je pense aussi avec ce qui se passe en commune, dans les communes. On a déjà le Père Noël ou la Saint-Nicolas. Après, est-ce que c'est nécessaire du coup de refaire un ou de faire, en tout cas de réfléchir à tout ça pour être complémentaire et pas doublon. Après, comme l'évoquait Monsieur le maire, en effet, en mars 2021 aura lieu la journée ville et campagne propre. La date n'est pas encore arrêtée parce qu'on va s'aligner sur la date des Hauts-de-France, de la région, pour ne pas faire non plus moult journées et avoir vraiment une bonne mobilisation des personnes. En complément de ça, voilà, c'est ce que vous disiez, la commission souhaite vraiment la mise en place d'une communication post-opération. Pas de s'arrêter à une journée, mais de se dire, voilà, on a agi, pourquoi, quel est le bilan, pour insister sur justement ce qui a été récupéré, marquer les esprits, communiquer aussi sur les associations qui récupèrent les éléments électroniques. Certaines villes aussi ont des repères cafés qui pourraient être mis en valeur en tout cas sur cette communication. Ensuite, est-ce qu'on en fera une journée ou en tout cas une continuité? Voilà. Dernière chose, les derniers événements pour juin 2021, les fêtes de l'eau. Cette année, pour mémoire, elles ont été annulées pour cause Covid. Par contre, là, en 2021, elles sont bien prévues. C'est Vambrechy qui recevra le spectacle d'inauguration le 4 juin. C'était de toute façon notre tour et aussi j'ai pu évoquer le fait que la restauration du château de Robersart était terminée et que c'était donc encore plus propice et l'année idéale pour qu'on reçoive ce spectacle. Voilà, 3 spectacles étaient déjà réservés. Après avoir vu les petites vidéos, 2 sont confirmés. On va travailler sur quelque chose un peu plus centré sur l'eau, si c'est les fêtes de l'eau, sachant qu'il y a pas mal de communes qui ont l'eau qui passe. Donc de faire des déambulations, pas dans les villes, mais peut-être sur l'eau, avec un arrêt au Vergalan ou autre. On y travaillera justement avec l'animation. Ici, nous, on proposera en fait une animation qui s'intégrera dans leur programme. Voilà. Et sinon, pour la suite, ils réfléchissent à une mise en place de nouvelles manifestations. Alors, beaucoup d'idées sur les thématiques médiévales, un festival littéraire, des balades comptées. J'ai senti autour de moi des élus qui avaient plein d'idées. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à faire et encore une fois, c'est vraiment à nous de faire vivre ce CIVOM si on veut qu'il reste ou pas. Et donc voilà, en tout cas pour ce qui est animation du territoire et développement durable, si vous avez des idées,
je suis donc votre relais au niveau du CIVOM. Voilà, merci. Merci Mme Drollers. Je vais, avant de conclure définitivement le conseil municipal, redonner la parole à M. Sass pour une dernière, pour une dernière information. Oui, si vous avez fait la comparaison entre mon compte rendu de commission et puis le contenu donc du conseil municipal, vous avez pu voir que dans le 6 en informations diverses, j'indiquais la commune faisant partie des villes recensées en 2021, nous allons procéder au recrutement d'agents de recenseurs. Vous avez pu lire dans la presse que les recensements en 2021 sont tous annulés. Donc, bien entendu, nous allons recruter personne. Écoutez, il me vient à vous remercier pour votre présence, les interventions des uns et des autres, qu'on soit d'accord ou pas, mais il n'empêche que merci pour votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je dis bien évidemment, c'est vrai que je dis bien évidemment bonsoir à toutes les personnes qui nous regarderont du coup d'ici quelques minutes sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.